Alors, bonjour, bon appétit à ceux qui déjeunent en regardant ce webinaire. Donc, je vais faire quelques mots de présentation. Je suis le docteur Pierre de Bremondars, je suis médecin généraliste en région parisienne. Voici ma déclaration publique de lien d'intérêt. Donc, je suis médecin généraliste. Je suis expert métier pour la recherche, mais sur les données de santé, pas du tout dans tout ce qui est pratique de soins non conventionnels. Je suis élu depuis 2020 au Conseil de l'Ordre des médecins. J'organise le Congrès de la médecine générale France et je suis membre du collectif NoFakeMed depuis sa création et son président depuis maintenant 2 ans. J'ai pas de lien d'intérêt, je touche pas de sous de Boiron, de Servier ou d'une autre compagnie, et donc je n'ai pas de lien spécifique sur ce sujet. Alors, pourquoi parler des pratiques de soins non conventionnelles, qu'on peut aussi appeler médecine complémentaire, médecine alternative, médecine douce, pratiques de soins non conventionnels à visée thérapeutique, tout un charabia autour. Tout simplement parce que les patients y ont recours de façon massive, de façon importante, pas forcément dans le cadre de la santé, mais au moins parfois dans le cadre du bien-être, et qu'il y a, on le voit, que ce soit au niveau de la Miviludes, que ce soit au niveau des associations de lutte contre les dérives sectaires, que ce soit même en tant que soignant, il y a une augmentation du coup du recours des patients à ces thérapies, à ces pratiques. Le postulat du collectif NoFakeMed, à la base, c'était de travailler sur la lutte contre la désinformation en santé, de travailler sur la lutte contre les informations médicales fausses, donc vraiment dans les pratiques médicales, un peu aller dénoncer les choses qui n'avaient pas de fondement scientifique. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé en 2018 à écrire une tribune, notamment sur l'homéopathie, que ça menait à son déremboursement. Avec la crise du Covid et la crise actuelle du système de santé, on se rend compte qu'il y a énormément de travail à faire sur l'information en santé et notamment sur la désinformation. Et si jamais sur les réseaux sociaux, on a la possibilité de parler à un public assez large, de parler à la presse, de parler aux décideurs politiques et d'être assez cash et clash sur le sujet, en allant taper sur des pratiques qui n'ont pas de fondement scientifique, c'est pas du tout la même attitude en consultation. En consultation, qu'on soit un médecin, un infirmier, un pharmacien, une diététicienne ou une sage-femme, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un rapport équilibré avec le patient, d'avoir un discours équilibré, parce que il faut poser un constat de base assez dramatique, c'est que le système de santé est en crise et que les soignants sont toujours beaucoup moins disponibles pour donner accès aux soins, pour avoir du temps pour leurs patients, pour avoir du temps avec leurs patients, que des personnes qui sont, pour les mettre dans un sac commun, on va dire thérapeutes en bien-être, qui font des pratiques de bien-être. Donc on sera toujours moins disponible qu'eux. Et donc, comment est-ce que on essaye de faire en sorte que les patients aillent, on va dire, ne prennent pas de danger avec tout ça et nous parlent de leur situation? Eh ben, c'est tout un peu le changement d'attitude et de positionnement qu'essaye de faire le collectif, qu'on va essayer de vous proposer, sur lequel on va essayer de vous proposer de travailler ensemble, en discutant, en échangeant. Voilà, on n'a pas forcément la bonne réponse, mais comme on travaille sur ce sujet depuis maintenant 5 ans, on essaye d'avoir des réponses. Mais d'abord, avant de savoir comment, il faut essayer de comprendre pourquoi. Et le pourquoi, c'est malheureusement les dérives thérapeutiques et les dérives sectaires qui sont en lien avec ces pratiques. Donc ces pratiques, elles se disent holistiques, elles se disent prenant en compte l'individu dans sa globalité, mais si on reprend ce qui est à la base de la médecine générale et des soins primaires, donc les soins infirmiers, les soins pharmaciens, les soins cliniques, enfin, voilà, on se rend compte que la prise en charge de nos patients, qu'on soit dans un domaine général comme la médecine générale, la kinésithérapie, ou dans un domaine très spécifique comme une infirmière qui travaille en hématologie ou en cancérologie, en fait, les patients, on les prend déjà en compte dans leur globalité. Et c'est un peu le postulat sur la médecine de famille et les soins primaires de la Wonka. C'est un joli arbre que je voulais vous partager. S'il y a des médecins parmi vous, vous comprenez que ça a inspiré la fameuse Marguerite des compétences, mais voilà, on n'est pas juste, et ça depuis maintenant des années, des médecins qui travaillent sur la maladie, on travaille avec les patients et on a cette approche globale de la santé au cœur de nos pratiques, et au cœur de nos pratiques de soignants. Donc ça, c'est un peu les ressources qu'on va essayer de vous faire acquérir. Euh, alors, on serait en présentiel, on serait beaucoup plus interactif, mais je vais vous proposer d'essayer de me citer éventuellement différentes pratiques de soins non conventionnels que vous avez en tête.
Alors, est-ce que je vais juste voir s'il y a des petites choses qui flashent dans la discussion, mais globalement, aujourd'hui, les pratiques de soins non conventionnelles, on se rend compte qu'il y a des modes. Il y a 5, 10 ans, on aurait fait cet atelier, on aurait beaucoup parlé de l'ostéopathie, on aurait beaucoup parlé peut-être du Reiki ou de pratiques de soins autour de l'homéopathie. Aujourd'hui, on se rend compte que il y a deux grands piliers de ces pratiques-là, c'est l'alimentation, donc que ce soit par le jeûne, avec toutes les recommandations parfois de naturopathes, et il y a aussi tout ce qui est huiles essentielles, compléments alimentaires, euh, et un peu encore tout ce qui est lié à l'activité physique, donc l'ostéopathie qui garde une place importante vu le nombre de formations, mais qui est quand même en perte de vitesse. Pourquoi je parle de perte de vitesse? C'est tout simple. Vous regardez les statistiques INSEE sur les revenus des ostéopathes, malheureusement, c'est un peu catastrophique. Et pour avoir des connaissances ou des collègues qui sont formateurs ou ostéopathes eux-mêmes, c'est parfois très difficile d'en vivre. Donc, on a eu beaucoup plus de transition vers la pratique de la naturopathie avec des formations qui aujourd'hui se vendent sur Internet pour ça. Et donc, on risque d'avoir malheureusement l'effet similaire à ce qui s'est passé sur l'ostéopathie, c'est-à-dire une montée en puissance du nombre de naturopathes, puis une chute drastique soit du nombre de naturopathes, soit du nombre de formations proposées, avec des reconversions en masse de naturopathes vers d'autres techniques, pas forcément toujours simples à gérer en consultation. Donc, c'est un peu les différentes modes. Pourquoi est-ce que il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de battages médiatiques autour de ça? C'est malheureusement parce qu'il y a eu des dérives thérapeutiques importantes et des scandales, que ce soit la lumière mise sur les pratiques de Madame Grosjean, qui recommandait à des personnes de se traiter leur cancer par la naturopathie, par le jeûne, ou des sessions de jeûne strictes qui malheureusement ont entraîné des décès. Et donc, le travail qu'on peut essayer de faire ensemble et le travail qu'essaie de faire le collectif, c'est d'essayer de s'inspirer non pas de ce qui se faisait dans les années 50 quand on essayait de faire de la réduction des risques et d'arrêter, de faire en sorte que les gens arrêtent de fumer ou de boire, mais vraiment parler d'éducation thérapeutique et de lien avec le patient, avec pour ça vraiment les mêmes mécanismes qu'on met en place avec l'éducation thérapeutique. On en viendra après, mais déjà, sur les dérives sectaires, sur les mécanismes de dérives sectaires, qui sont les phénomènes les plus graves et on va dire, qui doivent nous alerter le plus, il faut comprendre que les mécanismes de dérive sectaire, c'est des mécanismes d'emprise mentale. Comment fonctionne l'emprise? C'est donc soit une personne, soit un groupe, soit une organisation qui va profiter d'un moment de vulnérabilité, et la maladie est un moment de vulnérabilité, pour en fait déconstruire complètement les perceptions de la personne en la coupant de l'extérieur, en la soumettant, et c'est là où le stage de jeûne a un effet un peu fort. Donc, en la mettant dans des situations de déstabilisation mentale, donc ça peut être privation de sommeil, privation alimentaire, vous allez en fait pouvoir faire passer des messages qui, à force de répétition, vont devenir vrais. Et vous avez comme ça des cycles qui sont assez bien étudiés par les différentes organisations de lutte contre les dérives sectaires, où vous avez du coup des mécanismes d'entrée dans la dérive sectaire, de consolidation de la dérive sectaire, et ensuite d'entretien de cette dérive qui peuvent amener les gens à ne voir le monde qu'au travers de ce que dit le groupe, de ce que dit la personne qui est au cœur de la dérive sectaire. Et donc, même si jamais c'est assez rare, heureusement, c'est quand même aussi rare parce que très peu détecté, et aussi rare parce que la sortie de ces mécaniques étant extrêmement difficile, on a il y a très très peu de plaintes, il y a très très peu de remontées vis-à-vis de la mivilude. Quelque chose qui est malheureusement beaucoup plus répandu, mais qui doit nous alerter tout autant, c'est la dérive thérapeutique. On appelle dérive thérapeutique tout ce qui est détournement du soin. C'est-à-dire quand on va vous proposer pour un diabète de prendre plutôt de faire plutôt du jeûne à la place et d'arrêter du coup son insuline. Ou on a parlé dans la discussion avant, quand par exemple des personnes qui ont des problèmes de cœur, qui ont un haut risque cardiovasculaire, on va leur proposer d'arrêter des statines pour prendre autre chose. Si jamais c'est alors, là, vous allez me dire, mais les médecins aussi font de la déprescription. Et ben, j'ai envie de vous dire oui,
Mais la différence entre ce que va faire entre un professionnel de santé et ces pratiques-là, c'est que le professionnel de santé, il agit dans son contexte du soin, et donc il est censé obéir à son code de déontologie. Et son code de déontologie lui impose d'apporter des soins à ses patients consciencieux basés sur les données actualisées de la science. En pratique, si jamais il sort de ce cadre-là, il est tout à fait redevable devant ses pairs, devant l'ordre, il est censé pouvoir justifier ses choix thérapeutiques. Quand c'est quelqu'un qui n'a pas de formation médicale, qui n'a pas de formation paramédicale, c'est beaucoup plus compliqué et surtout, il n'y a pas forcément d'équilibre dans la discussion. C'est-à-dire qu'un médecin va essayer normalement de proposer une thérapeutique en expliquant la balance entre le bénéfice et le risque. Souvent, dans les techniques, on va dire non conventionnelles, il n'y a que des bénéfices et on ne parle jamais du risque, soit parce qu'on n'est pas formé à l'évaluation du risque quand on est soi-même praticien dans ces techniques-là, soit parce que tout simplement, on n'a pas envie d'en parler parce que c'est désagréable. Et donc, le fait d'arriver à d'être dans une situation de soins, c'est pas du tout la même chose. Au niveau des actions qu'on peut mettre en place, il y a différentes. Si jamais on était jusqu'au boutiste et si jamais on suivait ce qui a été la ligne directrice du collectif NoFakMed pendant ces premières années, ça aurait été euh, tout cramer pour repartir sur des bases saines. Or, c'est quand même extrêmement compliqué aujourd'hui de dire ça à un patient. Euh, pour rentrer dans la mécanique, on est donc on est face à nos patients malheureusement trop peu souvent au goût des patients. Il y a souvent pour un médecin généraliste 2 semaines, 3 semaines d'attente. Les infirmières passent et on sait à quel point c'est compliqué pour les infirmières de passer en visite à domicile pour les patients. Donc elles passent assez rapidement. Et donc le temps d'échange, le temps de discussion, les soignants l'ont rarement. Les praticiens en bien-être, les consultations vont durer souvent 30 minutes, 60 minutes, 1 heure et demie, et ça peut être 2 fois, 3 fois par semaine. Donc il y a un déséquilibre complet dans entre les soins et les pratiques de bien-être. Donc il faut se saisir des rares moments qu'on a quand on est soignant pour pouvoir laisser le patient en parler. Le but, et c'est un peu ce qu'on va essayer de faire ici ensemble, mais peut-être dans un second temps, et je l'espère avec le ministère de la Santé d'ici la fin de l'année, c'est d'arriver à créer, de même qu'on parle de violence, de tabac et d'alcool avec les patients, on arrive à créer des drapeaux rouges, on arrive à créer du coup de l'engagement et des techniques de communication et d'éducation, d'accompagnement thérapeutique. L'idée, c'est, surtout le sujet des bien-être, en prenant en compte les risques de dérives thérapeutiques et de dérives sectaires, d'arriver à créer des outils pour limiter les risques. Les risques principaux, on en a parlé, c'est l'arrêt des médicaments, mais si on prend de façon plus globale, il y a toute une échelle de risques beaucoup plus diffus, beaucoup plus fourbes, qui vont être les risques, notamment pour toutes les techniques qui ont recours au corps, les risques du coup d'agression sexuelle. Donc, par exemple, un ostéopathe qui n'est pas kiné, qui n'est pas médecin, qui n'est pas sage-femme, qui réalise des touchés vaginaux, des touchés rectaux, c'est une agression sexuelle, c'est un viol. Il faut que les patients en soient conscients. Un praticien de bien-être qui demande à arrêter certains médicaments, on l'a dit, c'est une dérive thérapeutique, mais il peut aussi essayer de vous utiliser pour recruter, c'est-à-dire proposer de faire venir un enfant, faire venir votre maman qui a des problèmes de santé, récupérer du coup des clients pour lui, mais aussi potentiellement d'autres, des adeptes si jamais il devait y avoir une dérive sectaire. Les, toutes les problématiques du coup financières sont aussi à prendre en compte. On se rend compte que voilà, le bien-être est un marché et donc ce qu'on peut recommander comme première chose aux patients, c'est de ne pas hésiter à noter dans leur téléphone portable, sur une petite fiche quelque part, combien ça leur a coûté par an d'aller voir le naturopathe, que ce soit en termes de compléments alimentaires, que ce soit en termes d'huiles essentielles, que ce soit en termes de consultation pure. Et ces différentes choses qui vont permettre en fait de garder un lien avec le patient et dans certaines situations, pouvoir semer le doute auprès du patient. C'est-à-dire que normalement, ce qui se passe en médecine, si jamais ça fonctionne, c'est normalement remboursé. Donc, dire au patient que, en fait, si jamais vraiment la technique que propose le thérapeute était si révolutionnaire, si magique pour traiter le cancer, pour traiter le diabète, en fait, on aurait fait des études dessus et on l'aurait intégré dans la médecine. Et donc,
des petites astuces, on va dire, stratégiques et de discussion pour garder les patients dans le soin, parce que c'est, je pense, l'essentiel. Plutôt que d'avoir raison, on essaie de garder les patients dans le soin et de garder un lien avec le patient, parce que pour tout ce qui est dérive thérapeutique, euh, il y a vraiment une coupure qui va avoir lieu avec tout le soin. C'est-à-dire que le patient va être happé par les techniques, va du coup arrêter ses médicaments. Et c'est là où, par exemple, la coopération entre le pharmacien, la coopération avec l'infirmière, la coopération avec le médecin généraliste sont primordiaux, parce que un patient qui est diabétique ne vient plus en pharmacie, refuse ses piqûres d'injection à domicile, ou ne va plus voir son médecin généraliste pour prendre ses piqûres, bah, les trois acteurs, s'ils collaborent ensemble, peuvent peut-être proposer aux patients de discuter et donc éviter des drames avant qu'on arrive à des situations catastrophiques. L'autre chose, c'est la dérive sectaire. La dérive sectaire fonctionne par un changement complet de la perception du monde qu'on a, du monde extérieur, que ce soit dans dans la perception des relations sociales, dans la perception du monde civique, des entités, voilà, de ce que c'est qu'un gouvernement, de ce que c'est qu'une administration, et du coup dans la perception aussi de ce qu'est la santé. Et le fait de garder, parce que le patient est malade, un lien avec un médecin généraliste qui n'est pas dans cette dérive-là, peut permettre au patient, le jour où il a un doute, d'en parler au médecin généraliste. Et donc les recommandations, si on devait les proposer vraiment aux soignants que nous sommes, les recommandations simples et de base, c'est de même qu'on parle de façon systématique du tabac, de même qu'on parle de façon systématique de l'alcool, de même qu'on devrait parler de façon systématique des violences si elles ont lieu, devant l'ampleur des recours des patients aux thérapies alternatives et complémentaires, il peut être intéressant de poser la question, est-ce que vous avez recours à des techniques non médicamenteuses ou autres qui ne sont pas de la médecine pour vous prendre en charge pour votre bien-être? En plaçant ça sous l'égide du bien-être, on rentre dans une situation où on ne juge pas les croyances du patient, ça fait partie de ses croyances, et on graisse nos professionnels sans forcément accorder du crédit à ces techniques-là. Et ensuite, on pourra du coup les noter dans son dossier médical et peut-être proposer aux patients des règles simples. Euh, je ne peux pas vous dire si ça marche ou si ça marche pas. Je peux vous proposer de regarder ce qu'on sait sur ces techniques. Et c'est là où les outils développés par le collectif NoFakeMed, à savoir les fiches FakeEdex, peuvent rentrer en ligne de compte. Pour les présenter en deux mots, ce sont des fiches simples qui tiennent la plupart du temps en une feuille A4 au pli recto-verso, qui essaient de reprendre un historique des différentes techniques utilisées par les praticiens de bien-être. Donc ça va être sur la biologie totale, ça va être sur les flocs de base, ça va être sur l'homéopathie, ça va être sur l'ostéopathie, ça va être sur la naturopathie, qui essaie de faire un rappel historique de ces techniques, un rappel des, euh, des fondements, on va dire, théoriques de ces pratiques. Donc, par exemple, pourquoi est-ce que l'acupuncture pique à certains endroits? Bah, c'est les méridiens. Pourquoi est-ce que la naturopathie considère qu'il faut manger telle et telle chose? Bah, c'est les théories sur les humeurs. Donc, pour dire que ça date un petit peu, les théories sur aussi les pouvoirs d'auto-guérison du corps ou le rééquilibrage. Et après, il y a une dernière partie qui se veut plus scientifique sur, voilà, on a fait une étude sur ce qu'il y avait dans la littérature scientifique sur ces sujets-là, on a essayé de faire une synthèse et on vous la propose. Le projet du FAQEDEX, c'est pas de dire, regardez, moi j'ai raison, vous avez tort, c'est pas bien d'utiliser. C'est de dire, retrouvons une base commune de discussion pour que vous puissiez lire ce que j'ai à vous proposer. Moi, vous m'apportez les éléments que vous pouvez. Et si on a une base commune de discussion, on peut garder un dialogue. D'autres acteurs ont créé ce genre d'outils. Je vous recommande notamment tous les outils du Conseil national de l'ordre des kinés, qui est extrêmement bien développé sur les techniques manuelles. Et après, sur les techniques, plutôt, si vous arrivez sur les dérives sectaires, vous avez les collectifs dont on parlera après, de lutte contre les dérives sectaires, qui ont des ressources magnifiques là-dessus. C'est le GEMPI, le CCMM, l'UNAFDI, mais vous aurez tout sur le diapo juste après. Pourquoi est-ce qu'il est important de repartir sur des bases communes, sur une fiche, sur un terrain neutre et factuel? C'est deux raisons. Limiter la réactance et ne pas nier le ressenti du patient. En fait, quand on est en situation de soins où le patient vient et va vous parler, bah oui, docteur, oui, madame, vous êtes infirmière. Bah, en fait, je n'osais pas trop vous en parler, mais moi, j'aime beaucoup l'homéopathie, ça me fait du bien.
Si jamais le soignant se met dans une situation où il dit, bah, en fait, ça sert à rien, vous allez essayer d'apporter un discours scientifique qui est, en disant ça ne fait rien, vous allez dire, en fait, il n'y a pas de preuve d'efficacité au-delà de l'effet placebo. Ce que va entendre le patient, c'est, en fait, le soignant, le médecin, l'infirmière, nie mon ressenti. Et donc, à partir du moment où vous niez le ressenti, les émotions et la sensation de bien-être de la personne, vous cassez un peu la relation avec le soin, vous cassez le dialogue. Alors que accepter que ça vous fasse du bien, mais discuter de façon factuelle les choses en repartant sur des bases factuelles, ça peut permettre aux patients de se sentir écoutés, aux patients de se sentir valorisés dans cette pratique, parce qu'on peut valoriser le fait que le patient prenne soin de lui sans forcément cautionner certaines techniques. Et ça peut permettre de construire, au contraire, de renforcer la relation de soin en disant au patient, mais en fait, j'ai compris que vous ayez recours à la naturopathie, ça vous fait du bien. Attention, moi, ce que j'ai comme information, c'est que, par exemple, le jeûne sec, c'est dangereux. L'utilisation de complémentaires, ça n'a pas prouvé d'intérêt. Faites attention à telle et telle substance. Les huiles essentielles, ça peut donner des allergies. Donc, vous donnez, en fait, aux patients des outils pour prendre en charge sa santé et aussi son bien-être, en étant deux choses séparées. Et du coup, vous favorisez, du coup, un soin continu, une meilleure intégration aux soins. Et derrière, s'il y a un problème, la recommandation, c'est de, ayant tout noté dans le dossier, si jamais il y a un problème et que le thérapeute, lui, entre dans des dérives thérapeutiques, entre dans des dérives sectaires ou détourne votre patient du soin, si le patient un jour a la force de porter plainte, ou si jamais il a recours à l'association qui porte plainte, votre dossier médical pouvant être saisi par la justice, il y aura des traces dans le dossier médical qui pourront servir de preuve pour du coup permettre au patient d'être défendu au niveau légal. Ça, c'est un peu, on s'avance un peu, mais c'est pas forcément inutile. Donc, les différentes choses, vous voyez, c'est un peu compliqué, ça nécessite du coup de prendre du temps avec le patient, mais sur le long terme, ça peut permettre de renforcer le soin avec le patient, ça peut permettre d'avoir une meilleure relation avec lui. Et aussi, ça ne met plus le patient, ça ne vous met plus vous, soignant, dans une situation de défense, parce que malheureusement, quand un patient arrive en étant du coup, en ayant recours à ces techniques-là, il est souvent aussi dans une situation d'expert. Alors que vous ne l'êtes pas. Le patient qui a commencé à se soigner par les plantes, il va avoir été sur Internet, il va avoir lu plein de choses sur Internet sur les plantes. Il a été abreuvé de pas mal de choses pendant 1 heure, 2 heures par le naturopathe sur le sujet. Donc vous, qui êtes dans une situation où vous ne connaissez pas ces sujets-là, on est forcément dans une situation où on est un peu sur la défensive. Le fait de pouvoir repartir sur une base factuelle, sur des données, on va dire, carrées, simples à lire, ça vous permet aussi de ne pas vous sentir sur la défensive et donc de limiter les réactions aussi, que ce soit verbales, non verbales ou physiques, où vous vous sentez en défense. Pourquoi est-ce que on doit faire tout ça? C'est parce que je prends ma casquette d'ordinal. On est censé respecter notre code de déontologie commun, qui est de proposer à nos patients, je vais faire ça très rapidement, hein, des soins consciencieux fondés sur les données acquises de la science. Données acquises, ça ne veut pas dire uniquement les études de médecine, les études scientifiques et ce qu'il y a sur PubMed, ça va être les études, on va dire, euh, les études et un peu l'état actuel des données de la science, donc ce que les collègues, ce que la communauté scientifique considère valide. On est bien sûr censé ne pas proposer à nos patients de pratiques, de présenter pardon, comme salutaires et sans danger des remèdes, des procédés qui sont illusoires, on ne peut pas être des charlatans. Que faire maintenant de façon très très pratique, et j'espère que vous n'aurez jamais le cas, si jamais il y a un risque pour la santé. Donc là, on va rentrer dans la partie pratique, c'est alerter l'ARS. Donc là, toutes les ARS ont des systèmes d'alerte, des mails types. Donc c'est ARS, XX, c'est votre code de département, tiré du 6 alerte@ars.santé.fr. Vous pouvez du coup, si vous avez l'accord du patient, donner des informations, on va dire, sur le patient, sur la situation. Si vous n'avez pas l'accord du patient, vous pouvez juste signaler la situation et l'ARS pourra revenir vers vous. En cas de risque d'endoctrinement, de risque sectaire, les recommandations, c'est bien sûr d'en informer la Miviludes. Informer la Miviludes. La Miviludes, c'est donc un institut interministériel qui dépend du ministère de l'Intérieur, qui va, au travers de son équipe d'une dizaine, quinzaine de personnes, va vous permettre de vous accompagner et d'accompagner éventuellement le patient sur ce qu'on peut faire pour petit à petit entraîner une sortie de la dérive sectaire. C'est extrêmement long de sortir d'une dérive sectaire, c'est extrêmement complexe, donc il faut bien sûr s'appuyer sur la Miviludes, mais aussi les différentes associations comme l'UNADFI, le GENPI et le CCMM, qui sont des associations de lutte contre ces dérives sectaires, qui sont des associations qui ont des antennes un peu partout sur le territoire et qui peuvent
à la fois informés, discutés, qui ont une connaissance un peu des différents mouvements et qui peuvent surtout, dans cette situation, même mettre à l'abri les gens. C'est-à-dire que dans des situations les plus extrêmes, vous avez des gens qui vivent en communauté fermée. La sortie de ces communautés fermées est extrêmement compliquée. Et donc, je sais que le CAFES à Lille a des appartements, par exemple, pour héberger et sauver, du coup, ces personnes-là. Une dernière chose, comme on est dans des pratiques liées au bien-être et à la santé, on est sur des pratiques commerciales. Donc, le fait de porter plainte pour le patient au niveau des conseils de l'ordre, des conseils de l'ordre au niveau déontologique, ne va pas être forcément simple, sauf si c'est un médecin qui pratique cette technique-là. Et donc, les personnes à saisir, c'est la DGCCRF, la Direction générale de la concurrence, de la consommation, de la répression des fraudes. Pour ça, c'est aujourd'hui devenu assez simple. Vous avez en fait une application ou un site qui s'appelle Signal Conso, où les patients peuvent décrire le problème, informer éventuellement le prestataire de bien-être qu'il y a eu un problème. Et après, bah, la DGCCRF pourra mener une enquête s'il faut. Pour vous donner une idée, même si jamais elle n'a pas assez d'argent, la DGCCRF a fait en 2022 une étude sur toutes ces techniques, sur tous les praticiens, sur des praticiens de bien-être et de santé alternative. Elle s'est rendue compte que 70% d'entre eux étaient dans l'illégalité sur certains points. Pour certains, c'est juste des problèmes d'affichage, des problèmes fiscaux, mais pour d'autres, c'était de l'exercice illégal de la médecine complètement, ce qui a amené à des plaintes. Pourquoi est-ce que c'est important de signaler parfois directement au Conseil national de l'ordre des médecins ou à l'ARS ces différentes choses? C'est parce que l'ARS, le Conseil national de l'ordre des médecins et la DGCCRF sont des entités qui sont dépositaires d'un service public. Or, si jamais un personne dépositaire d'un service public est informé d'un délit, d'un crime, donc comme l'exercice illégal de la médecine, il est obligé de saisir le procureur au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. Et donc après, que le procureur poursuive ou non, c'est autre chose. Mais pour en discuter régulièrement avec le Conseil de l'ordre, ils saisissent énormément le procureur sur tous ces sujets-là. Donc en conclusion, donc sur l'aspect dérive thérapeutique et sectaire, c'est vraiment des choses sur lesquelles l'attitude de prévention est importante. Le mot d'ordre, le mot, on va dire, si vous devez retenir qu'une seule chose de ces différentes interventions, c'est en parler avec les patients, aborder le sujet, de même qu'on parle de tabac, de même qu'on parle d'alcool, aborder le sujet de ce à quoi ils ont recours, dans la discussion avec le patient, sans valider les choses, sans les mettre ne pas hésiter à mettre ça dans une case, ok, vous faites ça pour votre bien-être, attention, on va vous donner des drapeaux rouges ensemble, et donc ça va être technique par technique, ça va être l'ostéopathie, ça va être ne pas toucher au cou, voilà, la manipulation cervicale, c'est ce qui est le plus à risque de dissection. Les ostéopathes ne sont pas censés non plus faire craquer ou manipuler des enfants de moins de 6 mois, sans avis médical auparavant. Pas de toucher vaginaux, pas de toucher rectaux. Si on prend tout ce qui est naturopathie, c'est le jeûne qui pose aujourd'hui énormément de problèmes, mais aussi les compléments alimentaires ou les huiles essentielles pour le côté allergique et pour le côté coût. On a des patients qui malheureusement aujourd'hui, parce qu'ils sont rentrés dans des processus de bien-être assez complexes, mettent des centaines, voire des milliers d'euros là-dessus. Et enfin, garder un lien peut permettre d'éviter certaines situations dramatiques où vous avez des gens qui se font embarquer dans des systèmes assez fourbes, et notamment si vous avez des patients qui pensent à faire une reconversion vers ces techniques-là, vers cette stratégie-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent. La meilleure façon de se faire de l'argent quand on est naturopathe ou quand on est certains praticiens manettes, c'est de faire des formations qui vont coûter extrêmement cher, où vous pouvez faire à peu près tout et n'importe quoi dans ces formations, mais derrière, comme vous vendez des formations, vous pouvez avoir un label qui est lié au pied, vous pouvez avoir y toucher beaucoup d'argent, beaucoup plus que lors des consultations, et cela très facilement. Donc, avant de conseiller à vos patients de se reformer vers cette technique-là, n'hésitez pas à leur recommander de vraiment faire un point sur ce à quoi ils se forment. Je pense que je suis à l'heure pour passer avec vous aux questions. Et donc, j'en ai fini. Je vais pouvoir vous laisser vous parler et échanger avec nous.